Donc, dans les histoires plus courantes ou populaires de la marine américaine, le graphique de la construction navale américaine semble généralement être perçu comme la guerre de 1812, 6 frégates, le USS Constitution, Hurrah, quelque chose, tais-toi, on ne parle pas vraiment de cette période, guerre de sécession, cuirassé, Monitor, Hurrah, évidemment c'est plutôt incorrect car cela a tendance à laisser de côté, eh bien, pour ne pas trop insister, environ un demi-siècle de la tradition de construction navale de la marine américaine. Certes, ce n'est pas une période totalement inconnue, mais elle est peut-être un peu moins connue qu'elle ne devrait l'être. Aujourd'hui, nous allons examiner ce que j'appelle la flotte Ferguson, ou la marine de guerre américaine à voile de 1815 à 1860. Puisqu'il s'agit de navires cotés, cela exclut les sloops de guerre et demande un peu de contexte avant de commencer. Ainsi, pendant la guerre de 1812, dont le nom est un peu inexact puisqu'elle a en réalité duré de 1812 à 1815, la marine américaine a acquis un certain nombre de frégates supplémentaires. Certaines d'entre elles ont été construites pendant la guerre et étaient des constructions un peu précipitées en temps de guerre qui n'ont pas eu une durée de service particulièrement longue par la suite. Certaines ont été financées par la marine américaine, d'autres par souscription. De plus, bien sûr, il y a eu un certain nombre de navires capturés qui ont été intégrés dans la marine américaine, comme l'ancien Her Majesty's Ship Macedonian, ainsi qu'un certain nombre de nouveaux navires construits qui ont été nommés assez rapidement d'après des prises qui avaient été capturées mais qui n'ont pas pu être complètement récupérées pendant ladite guerre, comme l'USS Guerrière qui remplaçait le Her Majesty's Ship Guerrière, lequel avait été vaincu par la USS Constitution mais n'était pas en état d'être ramené et remis en service dans la marine américaine elle-même. Sur les 6 frégates initiales engagées par la marine américaine, la Président et la Chesapeake furent capturées par les Britanniques et la Congress, dotée de 38 canons, était un navire plus petit et moins performant que la Constitution, United States et Constellation, les 3 autres frégates restantes. En raison des événements survenus pendant la guerre qui avaient lancé un petit programme de construction, et d'une loi du Congrès de 1816, il fallait étendre la marine américaine au-delà de cette capacité. Ceci fut résumé dans la loi au nom plutôt merveilleux, Loi pour l'augmentation graduelle de la marine des États-Unis. Elle prévoyait la construction de 9 vaisseaux de ligne et 9 frégates. De plus, 3 des 6 frégates autorisées en 1813 n'avaient pas encore été construites et furent donc incluses, portant le programme à 12 frégates et 9 vaisseaux de ligne. 3 vaisseaux de ligne de 74 canons en construction à divers stades et non inclus dans la loi sur l'augmentation graduelle seront néanmoins achevés entre 1815 et 1860 et seront aussi abordés dans cette vidéo. Les différents navires finiraient par être construits de diverses manières, avec des différences allant du subtil au beaucoup plus évident en raison des progrès rapides de la technologie et de la conception navale qui avait lieu à cette époque. Une grande partie des détails à ce sujet peut être trouvée dans la vidéo de la voile à la vapeur. Il faut aussi signaler 3 facteurs majeurs, en plus des avancées technologiques, qui allaient largement déterminer la durée de service des navires ou non. En raison des expériences de la guerre de 1812 et du fait que la marine américaine était surtout dissuasive, incapable de construire assez de navires pour contrer une grande flotte européenne, les navires américains devaient donc être aussi lourdement armés que possible individuellement. Le fait qu'ils ne soient peut-être pas les meilleurs marins du monde pour naviguer autour du globe était en réalité une préoccupation secondaire, étant donné que leur rôle principal était de rester au large des côtes américaines et d'empêcher les navires capitaux ennemis d'entrer et de semer la pagaille. Ce désir de littéralement maximiser la puissance de feu pour chaque dollar dépensé a abouti à une politique selon laquelle les navires de la marine américaine tentaient d'atteindre un armement uniforme. Autrefois, les canons les plus lourds, souvent des 32 livres, étaient placés sur les ponts inférieurs des navires capitaux, tandis que les frégates embarquaient au maximum des canons de 24 livres. Les canons devenaient plus légers à mesure qu'on montait dans le navire,
avec des canons de 18, 12 livres et autres calibres similaires placés plus haut, sauf les caronades qui tiraient des boulets bien plus lourds, jusqu'à 64 livres grâce à leurs canons beaucoup plus courts, ce qui maintenait leur poids total inférieur à celui d'un canon long de 32 livres. Mais maintenant, cependant, tous les canons devaient être des 32 livres. Cela a entraîné la production en masse de caronades de 32 livres pour les ponts supérieurs, ainsi que de canons longs de 32 livres pour les ponts inférieurs. Mais pour les navires qui avaient un pont intermédiaire, voire deux, une série de canons de 32 livres raccourcis, situés entre le canon long et la caronade, a également été inventée. Cet armement uniforme de 32 livres augmenta considérablement le poids de la bordée disponible pour les navires américains, mais au prix d'une réduction substantielle de la portée de tir à longue distance, puisque bien sûr, plus le canon est court, plus la portée effective du projectile est réduite. Cela facilitait l'approvisionnement en munitions, car il suffisait d'envoyer au navire des boulets de 32 livres. En réalité, cette politique n'a été appliquée qu'une partie du temps évoqué dans la vidéo. Nous mentionnerons donc aussi d'autres armements embarqués ultérieurement par ces navires. Le deuxième des 3 points qu'il convient de mentionner dès le début concerne la manière dont la marine américaine conservait réellement ses navires pendant cette période. Bien qu'un navire de guerre en bois ait été une pièce de technologie incroyablement complexe pour l'époque, il n'était en rien aussi complexe que les navires de guerre à vapeur et en acier qui viendraient plus tard, et donc alors qu'aujourd'hui la règle généralement admise pour avoir un seul navire en service est qu'il en faut en réalité 3. Un pour être en service, un pour être en révision et un pour être remis en état de fonctionnement. À l'époque, on considérait généralement que pour un navire en première ligne, il en fallait 2. Car un navire pouvait servir 2, 3 ou même plus d'années en service actif, tandis que l'autre pouvait être gardé en ordinaire, c'est-à-dire en réserve, puis rapidement. Avant que le premier navire ne revienne, vous réactiviez celui que vous aviez en réserve. Cela pouvait être une opération assez importante qui impliquait de remettre le mât, de gréer le navire, d'embarquer les vivres, le lest et l'armement réel, mais tout cela pouvait être accompli en 6 à 8 semaines, et le navire était alors prêt à partir. En supposant, bien sûr, que vous ayez un équipage. Pour les navires déjà en service actif, cela signifiait souvent rester sur une rivière. Les navires en bois se détérioraient dans l'eau avec le temps. Il fallait donc inspecter le navire et vérifier son état de navigabilité. Cependant, la procédure nécessaire pour réactiver un navire, comme nous venons de le discuter, était à peu près identique à celle qu'il fallait suivre pour terminer un navire en construction. À cette époque où les liquidités manquaient, la marine américaine a eu une idée astucieuse. Si, lors de la construction des navires, ils interrompaient simplement leur construction environ 2 mois avant qu'ils ne soient réellement terminés, ils pouvaient garder les coques sur les cales, hors de l'eau, et donc bien mieux préservées au fil du temps. Et honnêtement, s'ils en avaient besoin, la procédure nécessaire pour terminer les navires et les lancer à l'eau serait à peu près la même que celle pour réactiver les navires si ceux-ci avaient été amarrés dans une rivière après avoir été théoriquement terminés et avoir effectué leur voyage inaugural, sauf qu'évidemment, ayant été stockés hors de l'eau, ces navires seraient en bien meilleur état et il ne serait même pas nécessaire de les inspecter au préalable. Ainsi, lorsque vous regardez les dates de mise sur cale et de lancement ou de mise en service de certains de ces navires, il semble que certains soient restés sur les cales pendant plus de 3 décennies, et en fait c'est bien le cas. Mais cela ne signifie pas qu'on laissait les côtes squelettiques d'un navire avec des planches éparpillées, nécessitant encore beaucoup de travail avant de pouvoir prendre la mer. Ces navires étaient pratiquement prêts à partir, du moins selon les standards de l'époque de la voile. Le troisième et dernier problème qui a affecté certains des navires que nous allons examiner, et nous préciserons lesquels au moment où nous les aborderons, était une astuce plutôt ingénieuse qu'une personne avait imaginée pour leur permettre d'obtenir essentiellement un nouveau navire afin d'en remplacer un ancien, sans pour autant déclarer officiellement qu'ils construisaient un nouveau navire. Cela se produisait lorsque la marine américaine savait qu'un navire était soit irrémédiablement obsolète, soit irrémédiablement usé, voire les deux, et qu'il en coûterait une somme énorme pour remettre le navire en état, si tant est que ce soit même possible, et tout ce qu'ils obtiendraient au final serait une version à peine améliorée d'un modèle qu'ils ne voulaient probablement même plus.
Alors, à la place, il commençait tout simplement à construire un nouveau navire, souvent dans le même port que l'ancien, et lorsqu'il démontait l'ancien navire, il trouvait quelques bonnes pièces de bois encore utilisables et les transférait sur le nouveau navire. Et ensuite, il disait non, regardez, c'est vraiment une réparation, certes une très grosse réparation de l'ancien navire, parce que ce morceau de bois et peut-être la figure de proue faisaient partie de l'ancien navire. Donc clairement, il s'agit bien de l'ancien navire et pas du tout d'un nouveau navire sur lequel on aurait simplement ajouté quelques morceaux. La marine américaine arrivait en fait à s'en tirer ainsi à plusieurs reprises au XIXe siècle, même si dans certains cas ils étaient assez transparents sur le processus et n'ont donc pas suscité beaucoup de réactions négatives par la suite. Dans d'autres cas, c'était un peu plus discret et il y a eu quelques mots durs lorsque les gens ont découvert la vérité. Ces deux types de reconstruction-réparation se sont produits dans la partie que nous allons examiner aujourd'hui, alors commençons par les frégates. Celles-ci se divisent en deux grands groupes. Le groupe le plus important peut être vaguement décrit comme une seule classe de frégates, la classe Potomac, tandis que les trois autres sont un mélange de remplacement et d'un bon vieux clientélisme politique. Les 9 navires autorisés par le Gradual Increase Act furent mis sur cale entre 1819 et 1826 et nommés comme suit: le Potomac, le Brandywine, le Columbia, le Savannah, le Santee, le Sabine, le Raritan, le Cumberland et le Saint-Laurent. Les trois autres étaient le navire Pork, le Hudson, et deux navires construits pour remplacer d'anciens navires, le Macedonian et le Congress. L'ordre de construction des 9 navires de la classe Potomac n'a eu que peu d'influence sur leur entrée en service. Brandywine a en fait eu la période de construction la plus courte, prenant la mer en 1825, avec un temps de construction de 6 ans. Potomac était en service en 1831, 12 ans après avoir été mise sur cale. En 1838, Columbia est entrée en service, 13 ans après la pose de sa quille, et en 1843, Raritan, Savannah et Cumberland sont toutes entrées en service, bien que deux d'entre elles aient déjà 23 ans depuis la date de pose de leur quille à ce moment-là. En 1847, St. Lawrence a été achevé et Sabine et Santee ont été achevés en 1858 et 1861. Le record entre la pose de la quille et le lancement, avec les réserves mentionnées précédemment sur les raisons de cette situation, revient à Santee, qui détient le record avec 40 ans entre la pose de la quille et la mise à l'eau effective. Pendant le temps qu'elle a passé sur les chantiers, elle a vu passer toute une ère de construction navale, y compris l'introduction des navires de guerre à roues à aubes et leur abandon, l'introduction du canon à obus et son évolution, ainsi que l'apparition des coques en fer et des navires de guerre blindés. Bien que vaguement inspirés des frégates lourdes américaines existantes, les Potomac, à des degrés divers, allaient marquer un certain nombre de caractéristiques distinctives de conception de l'États-Unis Navy. Elles avaient des flancs plutôt plats, contrairement aux forts retours de gal-bord des anciens navires, caractéristique persistante sur de nombreux modèles européens de l'époque. Elles étaient très robustes, avec des membrures en chêne vert et un bordage en chêne blanc généralement. La plupart arboraient un arrière elliptique à la place des grandes galeries ouvertes typiques d'anciens modèles. Elles étaient aussi dotées d'un pont de gaillarde complet, ce qui les faisait souvent considérer comme de véritables deux ponts plutôt que comme des navires à un seul pont. Bien qu'elles soient classées comme frégates, elles étaient simplement un peu plus lourdes que la moyenne. D'autres caractéristiques traditionnelles des anciens navires de guerre disparurent aussi. Les sculptures à la poupe, auparavant courantes, étaient très minimales sur ces navires, et les traves, généralement en bec et ouvertes, étaient le plus souvent recouvertes de bordages. Voyons donc maintenant brièvement chacun de ces navires en suivant l'ordre de leur mise en service. Bien qu'il ait été le premier à entrer en service, car il avait été mis sur cale un peu plus tard que le Potomac, le Brandywine présentait le premier exemple en service actif dans la marine américaine de la soi-disant poupe elliptique.
pendant une grande partie de l'ère de la voile, se placer dans ce qu'on appelait une position de râteau, où l'on pouvait tirer ses canons sur la poupe ou la proue du navire ennemi, était une tactique idéale, non seulement parce que cela minimisait le nombre de canons que l'ennemi pouvait pointer sur vous, mais aussi parce que la proue et surtout la poupe étaient considérablement plus faibles que la coque sur les flancs du navire. La poupe était généralement dominée par des galeries pleines de vitres, derrière lesquelles il n'y avait pas grand-chose pour protéger le reste du navire. Ainsi, une bordée tirée dans la poupe envoyait des boulets de canon et de la mitraille tout le long des ponts de batterie, tuant de nombreux hommes et démontant de nombreux canons d'une manière bien plus efficace qu'un simple duel de bordée. En effet, beaucoup des combats qui avaient eu lieu pendant la guerre de 1812 avaient généralement été décidés lorsqu'un navire ou l'autre avait réussi à placer quelques bonnes bordées de chevaux de râteau. Et bien sûr, lors de la bataille de Trafalgar, le Her Majesty's Ship Victory avait mis hors de combat le vaisseau amiral français Bucentaure avec une seule bordée de râteau dévastatrice au début de l'engagement. Tout le monde était donc bien conscient à quel point cette tactique était dangereuse. De retour au Royaume-Uni, comme expliqué dans la vidéo de la voile à la vapeur, Sir Robert Seppings résolut ce problème en inventant la poupe arrondie. Ici, les galeries vitrées plates étaient remplacées par la continuité de la structure de la bordée du navire, formant sans surprise une forme arrondie, de sorte que la poupe était aussi solide que n'importe quelle partie de la bordée du navire et était équipée, au lieu de grandes galeries, simplement de sabords supplémentaires. Bien qu'un aspect du tir en enfilade, à savoir le fait qu'il y avait beaucoup moins de canons que le navire ennemi pouvait utiliser, restait valable, l'autre partie, la destruction bien plus dangereuse d'une grande partie de l'équipage et de la puissance de feu de l'ennemi par une seule bordée, était en grande partie éliminée. Cependant, d'un point de vue esthétique, ainsi qu'en raison du fait qu'il exposait le haut du gouvernail, le tableau arrière arrondi n'était pas une solution totalement idéale. En parallèle, à la même époque aux États-Unis et au Royaume-Uni, le tableau arrière elliptique, issu du modèle arrondi, a corrigé la plupart de ses défauts. Cela combinait les meilleures caractéristiques des deux conceptions de tableau arrière, le tableau arrière elliptique poursuivant les éléments structurels du bordé tout autour de l'arrière du navire, ce qui renforçait considérablement le navire et le protégeait, tout en étant moins inesthétique et en permettant des quartiers d'officiers nettement plus confortables à l'arrière du navire. Bien que l'espace réservé aux fenêtres ait été réduit dans le cadre des mesures de protection, il n'a pas été complètement supprimé comme c'était le cas avec le tableau arrière arrondi, et il était possible, avec le tableau arrière elliptique légèrement plus plat, de réintroduire un certain degré d'arche ornementale qui existait sur les anciennes conceptions de navires, même si cela restait purement un élément esthétique et non une caractéristique structurelle du navire comme auparavant. Bien qu'il serait achevé plus tard, le Potomac aurait en réalité le tableau arrière de style plus ancien, car sa construction, au moment où la conception a été intégrée au Brandywine, était bien plus avancée que celle du Brandywine, et donc les modifications structurelles nécessaires n'étaient pas économiquement possibles sur le Potomac. Le Brandywine fut l'un des rares navires lancés avant la politique d'armement uniforme. Il portait des canons de 24 livres sur son pont de batterie et des caronades de 32 livres sur le pont supérieur, mais fut ensuite rééquipé avec 30 longs canons et 24 caronades de 32 livres. Après 1840 et l'introduction du canon à obus dans la marine américaine, le Brandywine serait rééquipé pour porter certains de ses canons en échange de quelques-uns de ses canons de 32 livres. En 1844, des longs canons de 32 livres furent remplacés par autant de canons à obus de 8 pouces, 64 livres. En 1847, le navire comptait 8 canons de 8 pouces et 42 canons de 32 livres répartis entre longs canons et caronades. Elle a été achevée plus tôt que ses sœurs grâce à la volonté de présenter un navire doté des dernières technologies. Parmi les navires en construction, le Brandywine était le moins avancé pour intégrer une poupe elliptique, mais assez pour être terminé rapidement. Ce désir d'étalage venait de l'arrivée, en 1825, du marquis de Lafayette. Le Français désormais quelque peu âgé, qui avait tant aidé les Américains pendant leur guerre d'indépendance, venait célébrer le 50e anniversaire de ladite guerre d'indépendance. C'était aussi la raison du nom du navire.
D'abord baptisé Susquehanna, il fut vite renommé Brandywine en hommage à la première bataille de Lafayette pendant la Révolution américaine. Parmi d'autres missions, elle serait chargée de ramener Lafayette en France à la fin des célébrations et à cause de tout cela, elle deviendrait rapidement connue sous le nom de Lafayette aux États-Unis. Dans les cercles de la marine, elle fut d'abord remarquée pour ses excellentes qualités de navigation, même si celles-ci furent apparemment réduites par un déplacement ultérieur de ses mâts. Sa carrière, bien que sans incident majeur, fut active, 9 croisières avant d'être désarmée en 1851, puis réaffectée au ravitaillement lors de la guerre civile. Elle fut accidentellement détruite par un incendie le 3 septembre 1864. Le Potomac avait été lancé en 1822, mais ne fut mis en service qu'en 1831. En raison de son stade avancé de construction, elle conserva l'ancien style de poupe carrée, qui était évidemment plus vulnérable. Mis à part le fait que son premier voyage fut un tour du monde qui impliqua de bombarder des indigènes ayant massacré l'équipage d'un navire marchand américain, sa carrière fut par ailleurs relativement sans incident. Après 1840 comme son navire jumeau, elle reçut plusieurs canons à obus de 8 pouces, portant son armement à 52 canons, 28 longs de 32 livres, 20 caronades et 4 canons à obus. Toutes ces frégates étaient du type lourd inauguré par les Américains. Elle servit pendant la guerre du Mexique et fut l'une des rares frégates actives au début de la guerre de Sécession, d'abord dans l'escadron de blocus du Golfe, puis comme batterie à l'arsenal naval de Pensacola. Après la guerre de Sécession, elle devint navire-magasin puis de réception et fut vendue à Philadelphie pour démolition en 1877. La Columbia fut sans doute l'une des moins connues de sa classe. Elle était le deuxième USS Columbia, le premier ayant été détruit lors de l'incendie britannique de l'arsenal naval de Washington. Son destin final serait d'ailleurs très similaire. Lancée en 1836 et mise en service en 1838, elle fut construite principalement d'après les plans de la Potomac. Cependant, elle était une navigatrice nettement meilleure que ses navires sœurs, étant reconnue comme une excellente navigatrice pour toute la classe, capable d'atteindre 12 nœuds. Elle fit plusieurs grandes croisières avant d'être désarmée à Norfolk en mai 1855, puis, comme lors de sa précédente incarnation, fut incendiée à Norfolk pour éviter sa capture par l'armée confédérée au début de la guerre de Sécession. En 1843, l'USS Raritan fut le prochain navire lancé et mis en service. Contrairement au navire précédent, le Raritan introduisit l'étrave entièrement bordée, tandis que les autres avaient une étrave à rambarde ouverte, typique des conceptions plus anciennes. Étant donné les avancées technologiques réalisées au moment où elle était prête à être lancée, il fut envisagé de convertir le Raritan en frégate à vapeur, mais le moteur et l'hélice qui lui étaient destinés furent finalement installés sur la corvette de guerre USS Princeton à la place, car on pensait que ses lignes et ses capacités de navigation étaient suffisamment bonnes pour que personne ne veuille risquer d'endommager le navire avec un système de propulsion expérimental. Elle avait un armement légèrement plus lourd que les navires précédents, un pont-batterie avec canon long de 32 livres et un pont de gaillarde équipé de caronades de 42 livres. Par la suite, cela évoluerait vers 4 canons à obus de 8 pouces et un équilibre dans la batterie de 42 canons de 32 livres répartis entre canons longs et caronades, comme c'était le cas pour beaucoup de ces navires jumeaux. Ses capacités de navigation ont été confirmées. Elle atteignait 13 nœuds, faisant d'elle l'un des navires les plus rapides de sa classe. Sa carrière comprendrait la supériorité sur toute la marine brésilienne, y compris une frégate américaine, en les distançant en mer, la participation à la guerre du Mexique, puis le désarmement après plusieurs croisières à Norfolk en 1852. Comme un certain nombre de ces navires jumeaux et d'autres navires de guerre construits à cette époque, elle sera incendiée à Norfolk en avril 1861 pour empêcher sa capture par les forces confédérées. C'est quelque peu regrettable, car elle était probablement la meilleure de la classe Potomac, ce qui est un bel accomplissement compte tenu des capacités de plusieurs de ces navires jumeaux.
Entrée en service la même année, Savannah aurait également une proue à plancton et une poupe elliptique, mais connaîtrait une carrière quelque peu différente de celle des premiers navires de la classe. Au lieu d'être désarmée et surprise par la guerre de sécession en 1857, il fut recommandé qu'elle soit modifiée en sloop de guerre. L'idée était de retirer le pont supérieur pour installer 2 canons pivotants de 10 pouces et rééquiper le pont principal de 22 canons d'Algren de 9 pouces. Finalement, elle reçut 8 canons de 8 pouces et 14 de 32 livres sur son pont principal. Le pont supérieur fut supprimé et 2 canons de 10 pouces montés sur pivot à l'avant et à l'arrière. Déguisée, elle faisait partie de l'escadron de blocus de l'Atlantique à Hampton Roads et participa à la capture de 2 navires confédérés. En février 1862, alors que de nouveaux navires rejoignaient la marine de l'Union, elle fut rappelée comme navire-école de l'Académie navale, fonction qu'elle garda jusqu'en 1870. Elle resta 13 ans en réserve avant d'être vendue pour démolition à Norfolk en 1883. Le Cumberland entra en service avec le Raritan et le Savannah, et arrivant plus tard, il fut équipé directement de canons à obus. Après la guerre du Mexique, le Cumberland, comme le Savannah, fut aussi transformé en sloop de guerre et équipé de 2 canons pivotants de 10 pouces. Après un court service dans l'escadron anti-esclavagiste africain à la fin des années 1850, elle fut désarmée en 1861 à Norfolk, mais ce fut le seul navire remorqué hors du port avant l'incendie de l'arsenal et sa capture par les armées confédérées. Elle entra directement en service comme sloop de guerre dans l'escadron de blocus de l'Atlantique à Hampton Roads et deviendrait la première cible du Confederate States Ship Virginia, le cuirassé résistant facilement à l'armement réaménagé du Cumberland et la coulant en les prenant. Le prochain navire à entrer en service fut le USS St. Lawrence, qui fut mis en service en août 1848. Le manque de fonds est généralement avancé comme raison pour ces 22 années passées en construction, mais ce n'est que la moitié de l'histoire. Plus précisément, les fonds qui auraient dû être utilisés pour son achèvement plus tôt avaient été gaspillés dans un système expérimental quelque peu désastreux appelé la roue de Hunter. Vous voyez, avant l'apparition de l'hélice à vis, la seule véritable façon d'utiliser la propulsion à vapeur pour faire avancer un navire dans l'eau était la roue à aube. Mais la roue à aube était vulnérable et occupait un espace précieux sur les flancs. La roue de Hunter visait à résoudre ce problème en installant 2 grands caissons étanches dans le navire, puis en plaçant 2 roues à aube horizontalement sous la ligne de flottaison, permettant ainsi au navire d'avancer comme en brasse. Cependant, il s'est avéré que le système ne fonctionnait pas du tout. La majeure partie de l'énergie des moteurs était en réalité utilisée pour faire circuler l'eau à travers le caisson étanche, ce qui était précisément inutile, et tout le projet a été abandonné. Au début des années 1840, plus de 450 000 $ avaient été dépensés pour tenter de faire fonctionner 3 navires avec la roue de Hunter. Il fallut ensuite investir encore beaucoup pour résoudre le problème, retirer le système et rééquiper ces navires avec une propulsion plus conventionnelle et efficace. Le Saint-Laurent partageait la poupe elliptique et la proue en plancton avec ses navires sœurs, mais bénéficiait d'un design où la proue, légèrement plus basse, lui donnait un aspect plus profilé, contrairement au premier navire à l'avant massif. Avant la guerre de sécession, il passait surtout sa carrière en croisière près de l'Europe, avec quelques visites en Amérique du Sud. Désarmée en 1859, elle est rapidement réaffectée en 1861 à l'escadron de blocus de l'Atlantique. Dans ce rôle, elle tomba sur le corsaire confédéré Petrel de 82 tonnes et se lança à sa poursuite. La poursuite fut brève, 2 tirs de la frégate touchèrent le navire, qui coula aussitôt. Elle fut remorquée pour aider le Cumberland et le Congress face au Virginia, mais s'échoua à environ 900 yards. Elle continua de tirer sur le Virginia et, bien que gravement endommagée, elle put être récupérée et conduite sous les canons du Fort Monroe pour réparation.
Durant la guerre de Sécession, ses missions furent principalement des opérations de blocus dans l'Atlantique Sud, puis elle devint navire de ravitaillement et resta à Norfolk jusqu'en 1875 en tant que ravitailleur et caserne flottante, avant d'être vendue pour démolition. Sabine et Santee furent soumises au même retard financier que le Saint-Laurence, mais restèrent en cale encore plus longtemps. Au moment où elles furent prêtes à être lancées, elles avaient plus de 40 ans et leur conception était, de façon compréhensible, quelque peu obsolète. Donc, quelques modifications supplémentaires furent apportées à ces deux navires, notamment leurs proues, qui furent allongées de 15 pieds, ce qui leur donna des lignes avant un peu plus effilées. Ce seraient les plus longues frégates classiques jamais construites aux États-Unis, mesurant 190 pieds. En raison de leur lancement tardif, elles étaient toutes deux encore en service actif au moment où la guerre de Sécession a éclaté et elles ont toutes deux fini par être affectées au blocus. La principale revendication de la Sabine à la célébrité serait d'avoir sauvé l'équipage et la cargaison du transport Governor, cette cargaison étant composée de 500 marines, alors que le Governor était devenu hors d'usage et dérivait dans une violente tempête, avant qu'elle ne devienne finalement un navire de réception, puis ne soit vendu pour démolition en 1883. La Santee, qui l'a rejointe pour le service de blocus, a capturé 3 prises avant de devenir un navire-école pour l'Académie navale aux côtés de l'ancienne USS Constitution. Dans ce rôle, et comme navire d'instruction à l'artillerie, elle dura jusqu'au XXe siècle, coulant à son mouillage en avril 1912 avant d'être renflouée et vendue. Elle serait la dernière des frégates de la loi sur l'augmentation graduelle à exister. Voici un bref historique de la classe Potomac. Les 3 autres frégates comprenaient le USS Hudson, seule frégate construite commercialement et acquise par la marine américaine à cette époque. Elle était à l'origine destinée aux révolutionnaires grecs sous le nom de libérateurs, mais ils n'ont pas pu la payer, même s'ils avaient pu payer le premier navire qu'ils avaient commandé, la frégate Hellas. En conséquence, grâce à cette merveilleuse chose connue aux États-Unis sous le nom de pork barreling et connue par la plupart d'entre nous comme la corruption politique, la législation sur l'augmentation progressive a été légèrement modifiée, car auparavant elle spécifiait que chaque frégate devait être construite dans les chantiers navals de la marine américaine, et avec le secrétaire Samuel Southard déclarant que la loi ne serait pas enfreinte si la construction d'une frégate était suspendue et qu'une autre de force égale ou supérieure était achetée à sa place. Tout cela était bien beau, mais le Hudson avait été construit entièrement en chêne blanc, et il semble qu'il ait été construit entièrement avec du chêne blanc relativement peu sec, contrairement à l'ossature en chêne vert et aux bordées en chêne blanc préférées par la marine. Elle a rejoint la marine américaine en 1828, mais n'a fait qu'un voyage. En juin 1830, alors qu'elle était à Stamport, à Montevideo, elle pourrissait si vite qu'il a fallu étayer son pont de batterie pour éviter que les canons ne le traversent avant son retour. Elle est ensuite retournée aux États-Unis en 1831 et a été immédiatement transformée en navire de réception, puis démantelée quelques années plus tard en 1844. Compréhensible, elle fut la dernière frégate construite à des fins commerciales dans la marine américaine. Ensuite, il y aurait l'USS Macédonien. Le premier USS Macédonien, anciennement Her Majesty's Ship Macédonien, avait besoin d'une certaine réparation en 1829 et fut amené pour une réparation et une reconstruction. Mais au printemps 1831, elle était dans un état si délabré qu'il a fallu la traîner sur les vasières à l'extérieur de Norfolk pour éviter qu'elle ne coule, et quelqu'un a remarqué que l'eau à l'intérieur montait et descendait avec la marée, ce qui indiquait des problèmes assez importants avec l'étanchéité du navire. En juillet 1832, le Congrès a autorisé la reconstruction du navire, et en 1833, une nouvelle quille a été posée. En fin d'année, le navire était presque prêt à recevoir ses poutres de pont de batterie jusqu'à ce qu'on signale la présence de 2 navires nommés Macedonian dans l'arsenal de Norfolk. Certains éléments ont été transférés et la vieille coque fut discrètement démantelée en 1834, marquant la fin de l'ancien Her Majesty's Ship Macedonian.
Le nouveau navire était légèrement plus grand que l'ancien Macédonian et possédait un pont supérieur complet, conformément à la conception actuelle de la marine américaine. Et bien sûr, il possédait également la nouvelle poupe elliptique. Des éléments de l'ancien navire britannique furent intégrés au nouveau, dont des plaques de cuivre pour la soute à poudre, d'étain pour la cambuse à pain, des ancres, un poêle, d'autres accessoires mineurs, et une superbe figure de proue dorée d'Alexandre le Grand donnant son nom au navire. Elle servit dans l'escadron anti-esclavagiste aux Antilles et sur les côtes d'Afrique de l'Ouest avant d'être affectée en 1847 avec le Jamestown au transport de vivres et de provisions de secours vers l'Irlande en pleine famine. Elle fut donc largement désarmée, confiée à un capitaine et équipage civil. En arrivant en Irlande, elle déchargea les vivres, et on découvrit qu'elle était alors trop légère pour retourner traverser l'Atlantique. Ils durent acheter plus de 600 tonnes de lest pour éviter qu'elle ne chavire lors d'une prochaine tempête. Comme certains Potomac, elle fut réduite à un sloop de guerre armé de 2 canons de 10 pouces 16 de 8 pouces et 4 de 32 livres. Sous cette forme, elle participa à l'expédition du Commodore Perry au Japon en 1854, puis patrouilla près des Antilles et du Portugal durant la guerre de sécession pour traquer les corsaires confédérés. Après cela, elle fut stationnée à Newport puis à Annapolis en tant que membre de l'escadron d'entraînement de l'Académie navale. Sa carrière prit finalement fin en 1875 lorsqu'elle fut vendue pour être démantelée, moment où des poutres de sa coque furent utilisées dans la construction de l'hôtel macédonien dans le Bronx. Cela dura jusqu'en 1922 lorsque l'hôtel fut détruit par un incendie, emportant les derniers vestiges du navire. La dernière frégate que nous examinerons est souvent vue comme l'incarnation du design des frégates à voiles américaines ayant été conçues bien après les autres. Gardez à l'esprit que la classe Potomac a été conçue et dessinée initialement peu après la guerre de 1812, tandis que l'ancienne USS Congress n'a été autorisée pour une soi-disant reconstruction qu'en juin 1834. Divers plans ont été envisagés, rejetés et révisés. Jusqu'au début de 1839 où un plan final fut adopté et le navire mis sur cale le 1er juin de cette année au chantier naval de Portsmouth, New Hampshire. En raison de sa conception plus récente, elle a été priorisée et lancée en 1841 alors que 5 navires de la classe Potomac étaient encore sur les cales. Elle a rapidement acquis une grande réputation pour sa vitesse, sa navigation et sa maniabilité, ne devenant médiocre qu'après 2 ans de prolifération de bernacles près du Rio de la Plata, en Argentine. Elle a séjourné en Méditerranée et dans le Pacifique, jouant un rôle clé dans la guerre du Mexique. Il est donc regrettable qu'incarnation de la marine à voile américaine, elle ait été capturée par le Confederate States Ship Virginia lors de sa première sortie, car Congress s'est échoué et est devenue la seconde victime du Virginia après le Cumberland. Eh bien, ce sont toutes les frégates, alors passons à un rapide aperçu de l'Amérique, navire de ligne. Comme pour les frégates, ils se divisent en 2 groupes. Le premier groupe se compose d'un certain nombre de vaisseaux de ligne de 74 canons qui ont été conçus dès 1799, à l'époque où l'Amérique et la France étaient en désaccord. Cette année-là, le Congrès a autorisé la construction de 12 vaisseaux de ligne de 74 canons afin d'assurer un effet dissuasif contre ceux qui envoyaient des flottes vers l'Amérique. Il ne se faisait aucune illusion qu'une flotte de 12 vaisseaux de 3e rang pourrait vaincre la marine française, mais savait qu'une telle force obligerait les Français à envoyer une flotte conséquente. Les Britanniques, toujours à l'affût d'une excuse pour trahir la France napoléonienne, seraient alors sans doute ravis d'intervenir avec des renforts ou de détruire la flotte française en Europe, ce qui exigerait son rappel. L'Amérique serait donc toujours préservée.
Au final, entre la quasi-guerre avec la France qui fut résolue en relativement peu de temps et le président Jefferson qui essayait d'éliminer effectivement l'armée américaine, rien ne fut réellement entrepris concernant la construction de ces navires. Cette situation perdura jusqu'à la guerre de 1812, où, malgré les succès des grandes frégates américaines, la présence d'un vaisseau de ligne de la Royal Navy, même de troisième rang, stoppait tout. En 1813, le Congrès autorisa notamment la construction de 4 vaisseaux de 74 canons. En fin de compte, seulement 3 des 4 navires autorisés furent effectivement construits, le USS Franklin, le USS Washington et le USS Independence. Le Washington et l'Indépendance suivaient des plans de 1799, mais ont été largement modifiés lors de leur construction, alors que le Franklin fut presque entièrement conçu de zéro. Le Franklin fut lancé en 1815, mais n'était pas tout à fait prêt à entrer en action avant la fin de la guerre. En tant que navire plus ancien comparé aux frégates dont nous avons parlé, elle n'avait pas de poupe elliptique, mais plutôt la poupe ouverte traditionnelle. Cependant, elle possédait une proue semi-planchée, ce qui la rendait moins vulnérable aux tirs de balayage venant de l'avant. Conçu sur le modèle des grandes frégates américaines, le Franklin était assez grand pour un vaisseau de 74 canons et arborait un armement uniforme de canons de 32 livres répartis entre canons longs, caronades et canons intermédiaires. Lorsqu'elle est apparue en Méditerranée, elle a été beaucoup admirée pour sa batterie globale qui, bien qu'officiellement classée comme un 74, comptait en réalité 87 canons à ce moment-là, avec un poids total de bordée de 2784 livres, soit environ 650 livres de plus qu'un vaisseau britannique type de 74 canons de l'époque. Cependant, cela s'accompagnait de 2 faiblesses majeures. L'un des problèmes était que, du fait de ses caronades et de son armement intermédiaire, sa puissance de feu à longue distance était bien inférieure à celle des vaisseaux britanniques de 74 canons dotés de canons longs sur le pont intermédiaire. De plus, en raison du poids légèrement supérieur des canons de 32 livres, puisque les armes intermédiaires et les caronades n'avaient pas été suffisamment raccourcies pour compenser totalement le gain de poids, ces sabords inférieurs au milieu du navire se trouvaient à seulement 1,20 m de la ligne de flottaison, et cela par mer d'huile. En conséquence, lors d'un combat réel, lorsque des vagues d'une certaine forme ou taille étaient attendues, elles n'étaient pas très utiles, car il fallait soit incliner le navire d'un côté pour pouvoir utiliser en toute sécurité ses canons inférieurs, qui étaient évidemment les plus lourds et les plus puissants, soit alors entrer en action avec une partie importante de son pont inférieur inutilisable. Avec les sabords fermés et hors d'usage, à ce moment-là, sa puissance de feu était à peu près équivalente à celle d'une frégate américaine moyenne. En raison de cela, et du fait qu'en tant que vaisseau de ligne de 74 canons, son équipage dépassait les 750 hommes, contre environ 400 pour une frégate, elle ne resta pas longtemps en service actif, terminant sa carrière opérationnelle en 1824 avant de devenir un navire de réception à Boston. En 1852, il fut envisagé de la rasier pour qu'elle puisse réellement servir comme frégate. Mais ce projet semble être resté sans suite et elle aurait été rapidement démantelée. L'USS Independence fut la suivante à entrer en service également en 1815 et elle fut remarquée, comme plusieurs frégates américaines, pour être un navire très rapide, bien que, comme pour les frégates américaines, les capacités de navigation des vaisseaux de ligne américains semblaient varier énormément selon l'endroit où ils avaient été construits. Comme la Franklin, ses ponts d'artillerie inférieurs étaient très proches de l'eau, avec les sabords les plus bas à seulement 1 mètre au-dessus de la ligne de flottaison. Cela s'explique en partie par le fait que, comme la Franklin, elle était surarmée avec 87 canons. Elle demeurait grande, rapide et impressionnante, réussissant à intimider les pirates barbaresques pour qu'ils signent en 1815 un traité leur interdisant de harceler la navigation américaine. Cependant, ce serait son seul voyage car, comme la Franklin, elle coûtait cher à faire naviguer et, sans la possibilité d'utiliser réellement son pont inférieur d'artillerie en mer agitée, elle fut rapidement mise hors service.
Divers projets pour la rasier furent élaborés, abandonnés, puis de nouveau élaborés et abandonnés, jusqu'à ce qu'en 1836 cela soit finalement réalisé. Un pont fut retiré et la très grande frégate USS Indépendance retourna en service en 1837. Sous cette forme, elle bénéficia de nombreux avantages de la frégate rasée traditionnelle. Elle garda les mâts, le gréement et les voiles d'un vaisseau de troisième rang sur une coque bien plus légère, ce qui la rendait très rapide et lui permettait de traverser des mers plus agitées à grande vitesse comparées aux frégates traditionnelles. Il faut surtout noter ses sabords. Avec le retrait d'un pont et de nombreux canons supérieurs, les sabords inférieurs se situaient à plus de 2 mètres au-dessus de la ligne de flottaison, permettant leur usage presque par tous les temps de combat. Elle servit environ 20 ans avant d'être retirée du service en Californie en 1857. Elle y resta comme navire de réception jusqu'à sa vente en 1914, puis fut finalement incendiée en 1919 pour récupérer les pièces métalliques intégrées à sa coque. Son navire jumeau, Washington en revanche, eut une carrière très courte, étant mis en service en 1815, mais retiré du service dès 1818 et placé en réserve ordinaire. Elle y resta jusqu'en 1843, moment où elle fut démantelée. Il ne semblait pas prévu de la transformer en rasée, contrairement à l'Indépendance, probablement à cause des coûts d'entretien. L'Indépendance, bien que grande et utile, restait plus chère à exploiter que la frégate moyenne. Cela couvre les navires de ligne hérités. Nous allons maintenant parler des navires de ligne imposés par la loi sur l'augmentation graduelle. Celle-ci exigeait 9 navires d'au moins 74 canons, et parmi ces 9 bâtiments, on peut grosso modo les diviser en 3 groupes. 5 navires achevés comme vaisseaux de ligne, que nous allons examiner ici, 2 navires qui ont été terminés comme navires de ravitaillement que nous mentionnerons brièvement, et 2 qui n'ont jamais été lancés, que nous évoquerons simplement en passant. Le premier navire, le USS Columbus, était une variante légèrement agrandie des classes Washington et Independence de vaisseaux de ligne. Officiellement classé comme vaisseau de 74 canons à sa mise en service, le navire emportait en réalité 92, 68 canons de 32 livres et 24 caronades de 72 livres. Heureusement, ce nombre fut réduit à cause des sabords trop proches de l'eau. Elle porta donc 86 canons, les caronades de 42 livres, remplacés par des canons de 32 livres, et 8 de ces derniers échangés contre des canons à obus de 8 pouces, ce qui permit de relever un peu les sabords au-dessus de la ligne de flottaison. Le navire fut construit en 1816 lancé et mis en service en 1819. Sa première croisière, qui dura jusqu'en 1821, ne se passa pas particulièrement bien, William Bainbridge notant que ses qualités de navigation étaient loin d'être satisfaisantes. Ses problèmes étaient suffisamment graves pour qu'elle soit désarmée à la fin de cette première croisière et ne soit renvoyée en mer qu'en 1842, presque 20 ans plus tard. Un certain nombre de modifications furent apportées à sa conception et à son gréement durant cette période et, en conséquence, une fois remise en service, elle était un navire bien amélioré, capable d'atteindre environ 12,5 nœuds dans de bonnes conditions et reconnu pour être un bâtiment stable et solide. Son seul défaut était que toute sa toile déployée, elle devenait extrêmement, voire trop réactive à la barre, zigzagant imprévisiblement sur l'océan. Elle servit principalement dans le Pacifique avant d'être désarmée à Norfolk en mars 1848 et, comme cela ne surprendra personne, elle fut l'un des navires incendiés dans l'arsenal pour éviter qu'elle ne tombe entre les mains des Confédérés en 1861. Le prochain vaisseau de 74 canons sera le USS Ohio. Elle fut mise sur cale en 1817 et lancée en 1820, et elle était encore plus grande. Elle ne sera officiellement en service qu'en 1838, étant restée en réserve jusque-là. Comme expliqué au début de la vidéo pour économiser de l'argent, elle fut de nouveau remarquée comme un très bon et rapide voilier, capable d'atteindre jusqu'à 13 nœuds une fois enfin en service, et dans un cas, elle a même survécu à une tempête qui a vu 30 navires marchands voisins s'échouer.
Conformément à l'escalade progressive de l'armement, elle était ridiculement surarmée, étant classée comme un navire de 74 canons, mais en portant un total de 90 canons, désormais avec des canons longs de 42 livres, 32 d'entre eux, 24 caronades de 42 livres et 34 caronades de 32 livres, ce qui représentait une bordée incroyablement puissante. Avec l'arrivée des canons à obus, elle reçut 12 canons à obus de 8 pouces, 28 de 42 livres et 16 de 32 livres. Tout comme les lourdes frégates américaines de l'époque, cela fut rendu possible en dotant tout le pont supérieur de bastingage, si bien que, bien qu'étant un navire de 74 canons, elle portait en réalité 3 ponts complets de canons, à l'image d'un vaisseau de deuxième ou de première classe. Elle servit pendant la guerre du Mexique, fut désarmée pour devenir navire de réception en 1851, mise en réserve en 1875 et vendue en 1883. L'un des faits les plus remarquables de sa carrière fut d'avoir donné une petite frayeur à la Royal Navy lorsqu'elle fit son apparition en Europe lors d'une tournée. Il s'attendait à un navire de 74 canons, sa classification officielle, mais en découvrant un 2 ponts de 90 canons, ils ont vite construit 3 navires similaires, chacun équipé de 92 canons. L'entrée en service de l'USS North Carolina en 1824 a tout changé. Elle était percée pour un total de 102 canons, mais de façon très peu américaine, elle n'en embarqua en réalité que 94 lors de sa première croisière, composée d'un mélange de canons de 42 et de 32 livres. Son armement et sa taille l'ont fait passer de troisième à deuxième classe, principalement en raison de rapports inversés sur les défauts des premiers navires de ligne américains, défauts que ce navire devait compenser. Elle resta en réserve de 1827 à 1836 avant d'être envoyée dans le Pacifique après avoir d'abord impressionné plusieurs marines européennes en Méditerranée. Après sa tournée dans le Pacifique, elle fut retirée du service actif à New York et servit de navire de réception jusqu'à sa mise hors service en 1866 puis sa vente en 1867. Sa sœur quasi identique, la Delaware, n'entra en service qu'en 1828 pour remplacer la North Carolina sur sa station une fois qu'elle fut mise en réserve. À différentes périodes de sa carrière, la Delaware embarquait entre 92 et 98 canons, mêlant au départ des canons de 42 et 32 livres, puis ajoutant ensuite des canons à obus de 18 pouces. Elle a eu une carrière active légèrement plus longue que la North Carolina, n'étant finalement désarmée qu'en 1844, mais, comme beaucoup d'autres navires que nous avons déjà évoqués, elle se trouvait à Norfolk en 1861 et fut également incendiée pour éviter sa capture. Les deux suivantes, Vermont et New Hampshire, étaient identiques à la North Carolina et à la Delaware, mais n'ont jamais été réellement mises en service comme navires de guerre. Elles sont restées sur les chantiers pendant assez longtemps puisque leurs quilles ont été pesées en 1818 et 1819 respectivement, mais elles n'ont été lancées qu'en 1848 et 1864 respectivement. Les deux navires allaient avoir de longues carrières, mais ne serviraient jamais que comme navires de ravitaillement, navires de réception et navires-écoles, Vermont restant dans ce rôle jusqu'en 1901, lorsqu'il fut désarmé au New York Navy Yard et vendu l'année suivante pour être démantelé, tandis que New Hampshire, initialement nommé Alabama, servirait dans des rôles similaires jusqu'en 1902, lorsque son nom fut changé en Granite State pour libérer le nom pour un cuirassé plus moderne. Elle resterait également à New York jusqu'en 1921, lorsqu'elle prit feu et coula. Deux autres coques de cette série de vaisseaux de ligne américains étaient la Virginie et le New York. Aucune ne fut lancée. La Virginie, commencée en 1822 à Boston, fut démantelée en 1884 sur les cales. Le New York, lancé à Norfolk en 1820, n'avait pas encore été lancé quand les Confédérés arrivèrent en 1861 et il fut aussi incendié. Enfin, mais non des moindres dans notre analyse, il y a l'USS Pennsylvanie.
Ce navire de ligne fut mis en chantier en 1822 à Philadelphie avec son concepteur Samuel Humphreys qui s'enfermait dans son bureau avec les plans du Santissima Trinidad espagnol et du Royal Sovereign britannique, tous deux des vaisseaux de premier rang, bien qu'il ait reçu l'ordre strict de prétendre que le navire qu'il construisait n'était en réalité qu'une légère modification de l'autre vaisseau de 74 canons en construction à Philadelphie, l'USS Caroline du Nord. Il aurait été assez évident pour quiconque entrait dans son bureau que ce n'était manifestement pas ce qui allait se passer. Afin de la préserver et de réduire les coûts, elle ne fut en réalité lancée qu'en 1837. À ce stade, elle avait déjà suscité de nombreux commentaires d'observateurs étrangers venus au chantier naval, commentant principalement sa taille immense et le fait que, contrairement à de nombreux autres navires de la marine américaine, elle possédait une proue et une poupe très ornées, avec une figure de proue massive à l'allure divine, probablement Hercule, ainsi qu'un décor de poupe très détaillé, quoique quelque peu éclectique, comprenant une demi-coque de navire et une vue du Parthénon, entre autres éléments. Elle effectua une seule croisière, mise en service en 1837 sur la Delaware où elle fut construite. Elle rejoignit ensuite l'arsenal naval de Norfolk où elle arriva le 2 janvier 1838. Dotée de 4 ponts de batterie et d'un franc-bord minimal, la Pennsylvania était théoriquement percée pour 138 canons, mais selon la pratique américaine de l'époque, elle en aurait sans doute porté plus si elle avait été entièrement armée. Si elle avait été lancée alors qu'elle était prête, elle aurait été le plus grand et le plus puissamment armé premier rang au monde à ce moment-là. En l'état, au moment où elle effectua son bref voyage en service, elle était encore parmi les premiers rangs les plus grands et les plus puissamment armés du monde, même si beaucoup d'autres avaient commencé à la rattraper. Pour avoir été le seul premier rang américain jamais construit, elle représentait une réalisation très impressionnante, bien que ses qualités de navigation aient été décrites comme quelque peu lourdes lors de sa première mise en service. Mais cela doit être relativisé, car elle n'était ni complètement chargée ni entièrement armée à l'époque, et ses qualités de navigation, une fois pleinement chargées et bien assises dans l'eau, auraient pu être différentes. Malheureusement, pour un navire aussi puissant, après avoir été désarmée au chantier naval de Norfolk, elle y resta en réserve où, comme vous pouvez vous en douter, elle fut prise par l'avancée de l'armée confédérée et incendiée en avril 1861. Cela a entraîné la perte de 4 vaisseaux de ligne américains au total: Pennsylvanie, Delaware, New York et Columbus. Cela nous amène à la fin de notre revue des vaisseaux de ligne américains de l'âge de la voile, bien qu'il soit intéressant de noter que, malgré le fait que l'on n'entende pas beaucoup parler de la plupart d'entre eux, en 1831, l'Amérique possédait en théorie 10 vaisseaux de ligne, 5 en réserve et 5 sur cale, qui, comme nous l'avons dit auparavant, auraient pu, en cas de guerre, être remis en service à peu près en même temps. Maintenant, si l'on compare cela avec le nombre de marines européennes, la marine américaine ne s'en sort finalement pas si mal. Le Danemark ne possédait que 2 vaisseaux de ligne durant cette période. Les Pays-Bas en avaient 19, le Portugal 11, la Suède 13, le Royaume de Naples 2, l'Autriche en avait 3, et les Espagnols, après un énorme déclin depuis leur âge d'or des siècles précédents, n'en avaient plus que 16. Et bien sûr, comme nous l'avons vu, les navires américains étaient lourdement surarmés et auraient été absolument mortels lors de combats à courte portée, beaucoup d'entre eux possédant également les qualités de navigation nécessaires pour s'approcher à cette distance, du moins en supposant que la mer soit assez calme pour leur permettre d'ouvrir leurs sabords inférieurs. Bien sûr, les 3 grandes puissances militaires en termes de vaisseaux de ligne à cette époque, la Grande-Bretagne, la France et ensuite la Russie loin derrière en 3e position, disposaient de beaucoup plus de vaisseaux de ligne à leur disposition. Cependant, comme indiqué précédemment, la flotte américaine de l'époque n'était pas conçue pour dominer les océans. En fait, d'après ce que l'on peut dire, il ne semblait pas vraiment avoir de plan précis quant à l'utilisation de ces navires capitaux en cas de guerre, à part les employer d'une manière ou d'une autre pour éviter que la côte américaine ne soit envahie.
L'idée générale, d'après ce que l'on peut déterminer à partir des documents disponibles, semble similaire à ce que le Congrès avait envisagé dans la loi de 1799 lorsqu'il pensait qu'il pourrait finir en guerre contre la France, c'est-à-dire essentiellement que, en possédant simplement une flotte de 10 vaisseaux de ligne, cela obligerait tout agresseur potentiel à se présenter au large de la côte américaine avec au moins le double de ce nombre, afin de maintenir une présence capable d'égaler ou de surpasser les navires américains, tout en ayant des vaisseaux de ligne disponibles pour escorter les convois ou renforcer les escadres locales si les navires capitaux américains étaient répartis dans différents ports. Cela réduisait donc le nombre d'agresseurs susceptibles de menacer la navigation américaine de manière significative et signifiait en réalité que pratiquement les seules marines capables d'envoyer une force pouvant défier la marine américaine sur son propre territoire étaient la Grande-Bretagne et la France. Et bien sûr, avec la Grande-Bretagne et la France se lançant des regards meurtriers pendant une bonne partie du XIXe siècle, l'autre partie du plan consistait essentiellement à distraire une portion suffisante de la flotte de bataille ennemie pour encourager l'autre flotte de bataille ennemie à rapidement s'occuper de ce qu'il en restait en Europe. Avec les frégates comme principaux arbitres de la politique étrangère américaine en dehors des eaux côtières américaines, on pourrait bien soutenir que les vaisseaux de ligne américains remplissaient leur rôle de moyen de dissuasion, puisque, en dehors de la guerre contre le Mexique, qui fut plutôt à sens unique après 1815, il n'y eut aucune activité navale notable au large des côtes américaines. Jusqu'aux années 1860 et la guerre de sécession. Il est peut-être regrettable que les vaisseaux de ligne américains qui ont été le mieux préservés étaient tous à l'arsenal naval de Norfolk, et le déclenchement des hostilités n'avait pas été anticipé suffisamment pour les en faire sortir. Alors que les frégates ont évidemment subi de lourds dégâts face aux cuirassés confédérés, il est tout de même intéressant de se demander comment se serait déroulée la première journée d'opération du Confederate States Ship Virginia si, au lieu d'affronter le Congress et le Cumberland, quelqu'un avait fait entrer le USS Pennsylvania ou l'un des autres grands vaisseaux de ligne. Dans ce cas, nous aurions eu une réponse assez décisive sur qui l'emporterait entre un petit cuirassé et un véritable vaisseau de ligne, du moins jusqu'à ce que la bataille de Lissa apporte un deuxième élément de comparaison. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié ce regard, certes d'une heure, mais tout de même relativement bref, sur ces capitaux navires de ligne américains à voile, quelque peu oubliés du début à la moitié du XIXe siècle, et j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. C'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Si vous avez un commentaire ou une suggestion de navire à examiner, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de commenter la publication épinglée pour les questions de Dry Dock.